Azul, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le Facebook Live du Centre culturel franco-berbère. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine de la langue tamazight. Nous sommes le jeudi et voilà bientôt 5 jours que nous sommes sur cette semaine, un événement qui célèbre sa première édition. Un événement que nous avons créé en lien entre la journée de la langue maternelle, journée mondiale organisée par l'UNESCO, et le 32e anniversaire de la disparition de Mouloud Mamri. Donc, entre ces deux événements, nous avons créé un pont pour découvrir la langue tamazight, la partager au plus grand nombre et la questionner aujourd'hui sur les territoires où elle existe, que ce soit en Afrique du Nord ou dans les pays de la diaspora comme en France. Aujourd'hui, nous accueillons Exil Azergui pour une conférence en poésie autour de la question de la mine et de l'exil dans les champs des femmes Aït Hatta dans les années 1960-1970. Une conférence autour d'un ouvrage qu'Axine nous présentera tout à l'heure et qui est un travail de collectage des poèmes oraux des femmes de cette région. Les Timnadine, c'est ça, Axel? Tout à fait, Timnadine. Ouais. C'est Timnadine, avec le D emphatique. Alors, je vous présente rapidement Axel Azergui. Axel est né à Tinjded, dans le Tafilalet, au sud-est du Maroc. Il est journaliste indépendant et auteur de 4 romans ainsi que d'une pièce de théâtre en langue amazigh. Il est aussi poète et nouvelliste. Et aujourd'hui, donc, il nous propose cette conférence en poésie où on entendra raconter ce travail de collectage, l'histoire de ces femmes qui ont créé des poèmes suite à cet exil des hommes du village de la région après un recrutement par donc Félix Maurras et les hommes qui sont partis travailler dans les mines du nord de la France. Et tu nous parleras aussi de cette poésie et du travail que tu as fait de travail de collectage. Axel Azergui, Azul, bonsoir, bienvenue sur ce Facebook Live où je suis sûre qu'une foultitude de passionnés et de curieux de la culture et de la langue amazigh nous écoutent. Bienvenue à toi, Ensouf. Azul à toutes, azul à tous. Donc, lorsque j'ai été contacté par, vous m'avez contacté, toi et Lamia, pour participer à cette activité, donc je vous en remercie. Hein. Donc, j'ai pensé à 2 sujets très précis. Donc, le premier sujet, c'est celui-là de Timnadine, qui sont des poèmes anonymes. Le deuxième, c'est un sujet aussi qui me tient à cœur, c'est celui de Tsaougueret. Tsaougueret Ould Aïssa Netsroman, c'est une poétesse de légende, morte en 1930, dont je suis en train de traduire les islams. Mais les chants des femmes Atta se sont imposés d'eux-mêmes, vu leur vivacité donc, et leur caractère aussi très contemporain. Donc, c'est Timnadine traite, donc je précise d'emblée que c'est Timnadine traite de tous les sujets sociétaux, donc mariage, peine, etc. Mais nous, on va s'intéresser ce soir juste à Timnadine au chant qui traite de la mine. Donc, et d'un personnage aussi légendaire chez nous, dans ma région, c'est Félix Maurras. Et à travers ces chants, et à travers cette soirée aussi, je souhaite rendre hommage à ces femmes qui sont la plupart du temps analphabètes, ils n'ont jamais été à l'école, et aussi aux milliers d'hommes, de mineurs, qui ont choisi l'exil pour qu'ils puissent vivre, tout simplement. Donc, je rappelle, on va parler beaucoup de Félix Maurras aujourd'hui. Félix Maurras, c'est un ancien militaire français. Il était chef d'un bureau des affaires indigènes au Maroc. Il parle l'arabe dialectal et il a été chargé au cours des années 60, fin des années 50 et début des années 60, à recruter des mineurs pour les mines
de nord de la France. Il a été choisi pour recruter au Maroc parce que c'est un pays qu'elle connaît très bien, et aussi parce que les mineurs italiens, polonais et européens en général qui déferlaient à l'époque sur le Nord-Pas-de-Calais s'étaient syndicalisés. Donc, ils avaient ce réflexe-là d'entrer dans des syndicats, ce qui déplaît au patronat. Donc, ils les ont chassés et ils ont ramené des gens de Maroc. Donc, des gens qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont aucune instruction pour remplacer tout ce beau monde. Voilà, donc on s'attaque directement à. Donc, j'appelle l'ami à mettre mon diapo, s'il te plaît. Et on passe à l'autre page. Voilà. Donc, entre 1956 et 77, quelques 78 000 personnes, surtout des jeunes, issus du sud de Maroc, ont été recrutés par Félix Maura. Maura a profondément marqué l'imaginaire et la mémoire collective des habitants par sa façon, surtout, de sélectionner les mineurs. On passe. Ici, on voit Félix Maura au milieu. Donc, je rappelle que Félix Maura, c'est quelqu'un qui est né en 1926 à Croix, ici dans le nord, donc c'est à côté du Lille. En 1926, il est mort en 1995. Et il avait travaillé à un moment donné à La Voix du Nord, le quotidien régional du Lille, qui est très connu dans le Nord-Pas-de-Calais. Il avait travaillé pour eux avant d'être recruté par les mines. Donc, je vais faire un aperçu historique, un aperçu sur les modalités de recrutement, et aussi je vais parler de pourquoi du choix de la région de sud-est de Maroc et des régions très précises de Maroc par Félix Maura et par les autorités marocaines. Félix Maura exigeait que les recrues doivent être âgés de 20 à 30 ans. Donc les recrues pour travailler à la mine, hein, je rappelle, peser au moins 50 kilos et avoir une acuité visuelle correcte. Et Félix Maura, il examinait pratiquement tout. Les hommes sont déshabillés et sont soigneusement examinés. Une preuve d'endurance figure également au menu de cette sélection qui rappelle l'achat des esclaves, il faut le dire. Les recrues sont souvent laissés pendant 3 heures sous un solide plomb pour expérimenter leur aptitude de résistance à la chaleur de la mine. Vous imaginez un peu la situation de quelqu'un laissé au soleil durant 3 heures. Comment ça va finir? Donc, on passe au suivant. Après ces examens humiliants, Félix Maura marque les postulants avec des tampons de couleurs différentes. Le tampon vert sur la poitrine, vous, acceptation. Le rouge, bien sûr, comme vous pouvez le deviner, signifie refus. Après cette sélection, les sélectionnés se rendaient dans un hôpital pour subir des examens médicaux approfondis avant d'être envoyés à Casablanca pour passer à l'Office international d'immigration, donc où ils auront leur visa pour rejoindre la France. Et je rappelle ici, j'ouvre une parenthèse pour rappeler que comme Félix Maura constatait qu'il y avait des gens qu'ils avaient déjà tamponnés de rouge qui revenaient lors des passages suivants, de ces passages suivants, il y avait trois grands passages qu'il a effectués, par exemple, dans la région de Tinril. Il les tamponnait, il leur faisait un tampon avec un rouge indélébile. Donc, la prochaine fois qu'ils reviennent, il reconnaissait ces gens-là et il les chassait. C'est pour dire la stupidité de la chose et aussi le manque de respect qu'elle accordait à tous ces gens-là. S'il te plaît, Lamia. Donc, le choix de la région. Donc là, on va faire un bref aperçu historique sur les raisons de choix de cette région
et les liens entre cette région et l'immigration. Donc, je l'ai titré chaque départ est un fusil de moins. Donc, le choix des régions du sud-est, donc le Tafilalt Dra et du Souss, n'était pas fortuit. Il était dicté pour des raisons politiques. Entre les bidonvilles de Casablanca, là, on se rappelle des émeutes de Casablanca en 65, et les régions désertiques du sud de Maroc proposées par les autorités françaises, Hassan II avait choisi sans hésiter, ce sera le sud. Et il faut rappeler que le sud a toujours constitué un danger, comme l'été et l'est toujours le Rif, par exemple, pour ouvrir une parenthèse, ça a toujours été un danger pour la monarchie marocaine. Je rappelle ici que depuis 1918, le premier résident général français au Maroc, le maréchal Hubert Liotti, qui était résident général de 1912 à 1925, avait exigé que le recrutement des candidats à l'immigration en France soit exclusivement pratiqué au sud du Maroc, tout en interdisant les départs des Marocains en provenance des autres régions pacifiées. Des directives contenues dans une note de 23 mars 1918 font du sud marocain la seule zone de recrutement des travailleurs coloniaux. L'immigration était un moyen d'affaiblir la résistance dans cette région. Chaque départ, comme disait Liotti, signifiait un fusil en moins et chaque mandat une dépendance économique supplémentaire. En fait, Liotti avait donné à ces gens quelque chose à perdre. Quand tu travailles, tu reçois de l'argent. Si tu le perds, ça sera catastrophique. Donc, on te donne un mandat et on te tient avec ça. C'est très facile, hein, et très logique aussi. En 1936, il y avait déjà, en 1936, il y avait déjà entre 8 000 et 9 000 Marocains originaires du Sud en France. Les autres parties de Maroc ne représentent qu'une partie négligeable, de 5 à 8%. Vous imaginez 9 000, au moins 9 000 personnes issues de ces régions en France en 1936, alors qu'on sait que, par exemple, par rapport à la Kabylie, c'était la même chose. Il y avait énormément de Kabyles en France et moi, je ne m'attendais pas de trouver un chiffre aussi énorme de travailleurs marocains en France en 1936, entre les deux guerres. Au début des années 1980, juste après les émeutes de Pin, en 1984 exactement, les autorités marocaines avaient également fait recours à l'immigration pour vider des régions entières du Rif et inciter leurs habitants à quitter le pays vers l'Europe. Des centaines de milliers d'immigrants du Rif immigrent alors en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne pour fuir la misère et la répression politique. Le même phénomène a été observé dans le Souss, dans toutes les régions à forte concentration à Mazir. Ils ont été vidés de leurs habitants par le biais de l'immigration. Donc, après le bref historique, je reviens à Félix Morat et aux femmes. Donc, dans le bref aperçu historique que j'ai fait sur les méthodes de recrutement, que j'ai détaillé dans le livre, donc Soleil, tu n'éclaires plus mon cœur, le recrutement des mineurs se déroulait sur les regards des femmes. Ces femmes-là ont vu un ou plusieurs membres de leur famille partir ou être sélectionnés pour partir. Ils n'avaient que leurs yeux pour pleurer et leur voix pour s'exprimer. À l'écart des oreilles masculines, ces femmes chantent Tsemonadine, de très courtes pièces, simples, fragiles, tristes, fulgurantes et mélancoliques qu'elles improvisent. Ces chants ne sont pas d'artifice et sont très sincères. Tsemonadine sont différentes des islanes par leur construction
et leur mélodie. À travers ces textes anonymes, les femmes analphabètes, pour la plupart, s'imposent comme créatrices. Ils chroniquent, racontent, critiquent, ils se moquent. Quand je dis analphabète ou n'ayant pas reçu une instruction, c'est pas péjoratif, parce qu'on sait ce qui se passe, par exemple, au Maroc, quand on le dit d'une personne analphabète, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas l'arabe ou qu'elle l'écrit pas, alors que peut-être ces femmes-là n'ont rien à cirer de l'arabe. Donc, pour moi, ils ne sont pas analphabètes. C'est des femmes qui ont une langue à elles, malheureusement, qui a été interdite. On ne peut pas parler cette langue, on ne peut pas l'écrire, on ne peut rien faire avec. Donc, elles, ils ont choisi cette langue-là pour s'exprimer. Heureusement qu'il y a des gens qui, comme moi, hein, il faut le dire, qui ont collecté ces poèmes pour les faire connaître. Donc, on avait prévu une petite vidéo pour avoir une idée sur la façon de chanter Timnadine, comme j'avais dit, qui est très différente des Islam et qui a un rythme très particulier. On laisse Lamia lancer la petite vidéo, s'il te plaît. Elle arrive. Il arrive, ben, tant mieux. Oui, juste j'en profite pour glisser que les internautes, les personnes qui nous suivent sur la page Facebook, vous pouvez, au cours de l'intervention d'Axil Azergui, nous poser les questions en commentaire sur la vidéo en direct et nous prendrons quelques questions à l'issue de la conférence pour que Axel Azergui y réponde. Avec plaisir. Merci. Est-ce que la vidéo est prête ? Elle arrive. Donc, Timnadine, on va avoir donc le son qui va permettre d'illustrer le propos d'Axel Azergui et pour voir effectivement quelle est la différence avec l'Islène. Je rappelle aussi que les hommes peuvent faire Timnadine. Donc, ce n'est pas uniquement les femmes qui peuvent les faire. Donc, Timnadine, c'est bien des joutes oratoires, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Ils sont très pratiqués par les Aïssata du sud de Maroc, du sud-est de Maroc. Et les Aïssata, pour rappel, c'est peut-être la plus grande tribu d'Afrique. C'est la plus grande tribu amazigh de Maroc. Peut-être même d'Afrique. D'accord. Est-ce qu'ils sont comptabilisés? Eh oui, oui. Leur territoire s'étend de Tlemcen jusqu'à chez nous, jusqu'à le Tafilalt. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la vidéo? S'il y a un problème, on laisse tomber et on verra par la suite. Je crois que tu peux continuer. On nous fera signe si. Ok, ben on passe le diapo alors. Donc pour. Lamia, peux-tu passer le diapo, s'il te plaît? La technique. Oui, la technique. On était donc. La voix des femmes. On passe à. Oui, je rappelle aux internautes, nous sommes en conférence en poésie avec Axel Azergui sur la mine et l'exil dans les champs des femmes Aït Hata dans les années 60-70. À toi, Axel, on poursuit. Donc, on passe à l'autre page de diapo, la 14. Donc, le but de cette intervention est de raconter cette histoire. Donc, l'histoire de l'arrivée de Félix Maura, du recrutement, des tampons, des départs, tout en poésie. Donc, chanté par ces femmes-là. C'est cette histoire d'un regard, d'un point de vue des femmes. Donc, j'ai collecté ces chants parmi des centaines d'autres qui parlent d'amour, des peines de cœur, de la politique et tout ça, mais j'ai choisi aujourd'hui de parler de Félix Maura. J'ai fait la collecte principalement en fin des années 90. Donc, pour cette intervention, j'ai sélectionné une vingtaine de ces textes, mais il y a plus de textes dans mon livre, il y a à peu près 60 textes en tamazight traduit en français dans mon livre qu'on va voir dans le prochain diapo, donc dans la couverture
va s'afficher. C'est celui-là. Donc, il est sorti, ça fait presque 2 ans. Et on passe au prochain. Je vais vous montrer le lieu exact. C'est à la région de Tinrir. Vous voyez sur la carte, c'est au sud-est de Maroc, au sud des Rachidia. C'est là où la collecte a été faite. Donc, c'est cette région-là. Donc, moi, je suis issu d'une petite ville entre Tinrir et Rachidia, donc qui s'appelle Tinjded. Et ma famille, elle est issue de Tinrir. Normalement, elle est originaire de Tinrir. Donc, on passe au premier poème. On va raconter toute cette histoire en poésie. Et on va commencer avec un isli qui résume toute la situation. C'est Ikaten yanuzmez inza urgaziwaid tiwit namora sifran ndawakal. Pour les gens qui connaissent bien Amourim Bark, c'est un chanteur du Sus. Il avait chanté ce vers-là dans l'une de ses chansons. Donc la traduction, c'est il fut un temps c'est Azmuz. Il fut un temps où les hommes furent vendus à d'autres. Ô Mora, Félix Mora, tu les as emmenés dans les grottes souterraines. Parce qu'on n'a pas en fait un mot pour dire mine. Donc on a dit Ifren, Ifri, grotte. Donc sous la terre, des grottes souterraines. Donc on passe au prochain, au 18, la page 18. Donc on va commencer par l'arrivée de Félix Mora. On a le premier qui dit, une femme qui dit, Idad Mora, sarhabiyan al-Qal'a. Al-Qal'a ici, c'est Iramt Nimgoun. C'est une ville située au nord de Tinrir, presque une centaine de kilomètres de Tinrir. Il dit Idad Mora sarhabi al-Qal'a, isti zamarn, izri ouli. Mora est venu à l'étable d'Il-Qal'a. Il a choisi les béliers et laissé les brebis. Izamarn et Ouli. Il y a une autre version plus intéressante. Hein? Donc, qui dit Idad Mora sarhabin al-Qal'a, isti Izamarn et Ouli. Elle a recruté les béliers pour les brebis. Parce qu'à l'époque, les gens croyaient, il y a des femmes qui croyaient que Mora était là pour recruter des hommes forts, vu toute la sélection qu'il fallait faire pour les recruter. C'était pour dans je sais pas, peut-être qu'elle pensait ça sérieusement, peut-être que c'est pour les critiquer. Donc en fait, Félix Mora était là pour recruter des hommes forts pour s'accoupler avec des femmes françaises. Isti Zamern et Ouli. Elle a sélectionné des béliers pour pour qu'elle s'accouple avec des brebis. Donc, on passe ce chant suivant. Isti Mora et Yiman Hullu urdiqimi ras talb de Nayuri Lioul. Mora n'a sélectionné que des bourgeons et Yiman, bourgeons. Il ne reste que l'imam et les hommes sans fierté. Donc Mora, elle a pris les bourgeons, les plus jeunes, les plus beaux, et il ne reste que l'imam et ceux qui n'ont pas de fierté, ceux qui n'ont pas de force. Voilà un autre poème très parlant sur parce que Mora, elle a vidé des villages entiers de leur jeunesse. Donc il ne reste que les femmes, les petits, l'imam, donc qui est une institution en lui-même très importante dans ces villages, qui règle des problèmes, qui écrit des talismans, etc., qui écrit des lettres. Donc, et ceux qui n'ont pas de cœur, donc Warul, qui n'ont pas de cœur, Neguril Liwoul. On passe au chant suivant. Idda Shabab Dafulkinin et Qim du Zardir et Tlarado. Donc, les plus beaux sont partis, la lit noire reste notre lot. Donc, je rappelle ici, il y a un mot qui est très intéressant, c'est Azardir. J'avais cherché comment le traduire, j'ai pas trouvé une façon, un mot très précis, donc j'ai mis la lit noire. Azardir, en fait, c'est la matière noire qui reste au fond d'une bouteille, l'huile d'olive qui a pris de l'âge. Je sais pas comment on appelle ça en kabyle.
vous avez beaucoup d'huile d'olive, donc vous allez avoir le mot pour ça, zrdir. Donc je ne sais pas comment vous dites en kabyle, donc peut-être qu'on aura une réponse dans les discussions. Exactement. Ceux qui savent, n'hésitez pas. إذا الشباب دافوا الكينين يقيم دو زردير يتلاغادو. Donc c'est une expression pour dire déranger. Donc itliado, c'est-à-dire il me colle, il me dérange. Donc les plus beaux sont partis, les plus beaux des jeunes sont partis et les plus moches, entre guillemets, sont restés. On passe au prochain. Idad Moura, c'est le Birun Msmerir. Msmerir, c'est un village situé dans la province de Tinrir. Yusil Benar, Zrina Hayati. Le Benar, c'est le cristal, il est très précieux. Et Hayati, c'était une marque du tissu moins cher, de très mauvaise qualité. Donc, Moura est venu au bureau de Msmerir. Elle a pris les plus précieux et nous a laissé les plus insignifiants. Ça, c'est très parlant. C'est des femmes qui voient des jeunes partir et voilà. Donc, comme on a déjà dit, donc ils voient les plus précieux partir et les plus insignifiants rester au village pour pourrir la vie. On passe au second, à l'autre. Amadian, imdi rastomiz, ya'arrat nmoura, izrit, urtniusi. Donc, imdi ici, c'est comment dire? Je vais revenir à ça. J'ai peur de le fil. Amadian imdi rastomiz, ya'arrat nmoura, izrit, urtniusi. C'est imdi, c'est en fait faire un piège. Pour attraper par exemple un oiseau ou un lapin, on dit imdi, c'est piéger. Mais là, imdi orastomiz. Donc il a piégé, donc il a tenté, mais ça n'a pas marché. Ô combien d'hommes ont guetté le départ, Imora les avait déshabillés et délaissés. Ça, c'est le déshonneur suprême. Donc déshabillé et laissé. J'ouvre une parenthèse ici pour rappeler une intervention de Félix Moura sur une télévision française. C'était sur Antenne 2, dans un reportage où il disait ceci. Donc, c'est dans le journal de 20h, Antenne 2, le 29 juillet 1989, il avait dit « J'ai au moins regardé dans le blanc des yeux d'1 million de candidats. 1 million de candidats. Il m'est arrivé d'embaucher le père et le fils. 1 million pour recruter 78 000. » Imaginez un peu le désespoir qui régnait dans ces villages, dans les rangs de ceux qui n'ont pas été sélectionnés alors qu'ils avaient été déshabillés et tamponnés avec toutes ces pratiques-là qui rappellent un peu la vente et l'achat des esclaves que Félix Moura leur a fait subir. On passe à l'autre. Et voilà le tampon. Tab Aziz Zawaïd Nouar. Iwouti Suzugwar Isferzaï. J'ai tant espéré être tamponné de vert, mais le rouge m'a paralysé. Il n'y a pas de commentaire. Hein. On passe à l'image. Donc ici, c'est un article paru récemment dans le quotidien français Le Monde, qui parlait de Félix Moura, qui disait, le titre c'était le tampon vert, c'était la France, le rouge, c'était le bled. Donc on risque de payer si jamais on est tamponné des rouges, c'est foutu, il n'y a pas de départ vers la France. On passe à l'Isli à Tsamanat prochaine. Ça, c'est les jeunes qui se présentent pour être sélectionnés et qui sont jetés sans ménagement. Là, il dit Ma mitslah al-qaldan ou al-hippi, hana ou dmoura ou rkniri. Hippie, à quoi sert ta taille et ta coiffure? Mais Moura ne veut pas de toi. C'est la totale. Voilà, c'est la taille, la coiffure, mais Moura ne veut pas de lui parce qu'au fond de lui, c'est pas grand-chose, quoi. Il l'a jeté. On passe à l'autre chant. Et tout ça, je rappelle, c'est des chants chantés par des femmes et qui humilient aussi ces gens-là qui ont été approchés, qui ont approché le bureau de recrutement et qui ont été
Là, c'est une dame qui espère que Abu Septième dit qu'un salat هذاك رجني زرقان يعمو الشفور au CTM. La CTM, c'est une compagnie de transport au Maroc. Compagnie de transport marocaine. Donc, on nomme des bus maintenant de la CTM, on les appelle CTM. Au CTM qui traverse la rivière, que tes turbines se cassent et que ton chauffeur soit aveugle. Comme ça, elle n'arrivera jamais au village pour prendre l'amant ou l'homme ou le bien-aimé ou le fils. Donc, qu'il n'arrive pas, il ne faut pas qu'elle arrive, sinon il va vider le village de si jeunes. On passe à l'autre. أتيجي مثل البضا تيرباتين إداد موغا اللي يغي فضح يغول البط ou tilbot. En fait, c'est un morceau de linceul que les femmes qui ont perdu leur mari mettent autour de leur tête pour exprimer leur deuil. Et c'est là, il appelle les filles tirbatin, tirbatin, pour pluriel, ou aussi pour le garçon, on dit erba, irban. أتي مثل البضا تيرباتين إداد موغا اللي غيفضح يغول. Aux filles, mettez le voile de deuil. Morin nous a humiliés avant de partir. L'humiliation, il ne touche pas uniquement les jeunes qui ont été abandonnés sur place, qui n'ont pas été pris, mais aussi leurs familles et les femmes qui les voient, humiliés comme ça. On passe au prochain. Là, c'est très beau ça. Donc, il dit In'al baspor. In'al widdati dihiyan zana khullarraw. Que soit maudit le passeport et ceux qui l'ont inventé. Ils ont égaré tous nos jeunes. Je rappelle ici qu'à l'époque des années 60 et 70 aussi, jusqu'aux années 80, au summum de la dictature de Hassan II, elle était très, très, très difficile d'avoir un passeport pour partir en France. Et seuls les chanceux pouvaient avoir un passeport. Et je rappelle aussi qu'une fois arrivés dans le nord de la France, tous ces jeunes-là arrivent en France, dans le Nord-Pas-de-Calais, Félix Maura et les Houillères les privent de leur passeport. Donc, ils leur retirent leur passeport pour qu'ils ne fuient pas, pour qu'ils ne partent pas, par exemple, en Belgique ou dans un autre pays. D'ailleurs, il y avait des cas de personnes que j'ai interviewées qui ont été recrutées par Félix Maura et qui ont fini par partir en Belgique pour fuir la France. Et le travail dur de la mine ne le supportait pas. Donc, ils sont partis en Belgique pour travailler dans des usines. Donc, le prochain, c'est une image, c'est une photo de travailleurs de chez nous qui arrivent à Lille. Donc, on voit sur l'affiche aéroport de Lille. Donc, avant d'être acheminés dans le Douiset pour travailler dans la mine. On passe au prochain, Isli. Oui, là, c'est après le recrutement dans la région. Ces gens-là sont envoyés à Casablanca. Donc, ici, Dar el-Bida. Donc, en dialectal ou en arabe classique, c'est Dar el-Bida. Rin Barja, c'est un quartier de Casablanca. C'est là-bas où il y a l'Office d'immigration internationale, l'OMI. Rin Barja, Ayil Siwal, ni Arrimen. Et Arrim, c'est les jeunes. Arrim, et Arrimen. Arrim pour le singulier, et Arrim pour le pluriel. Ad-Dar el-Bida, Sterrifi. Donc, il y a une autre version qui dit Rin Barja, Ayil Oustay, ni Arrimen. Astay, c'est sélection. Et Siwal, c'est l'ange de la mort. Siwal et Astay, il y a deux versions différentes de chants, comme ils ne sont pas écrits, c'est oral, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui changent parfois les mots. C'est à Ain Barja que siège l'ange des morts, qui jugera les jeunes. Au Casablanca, protège-les. Ou protège-moi. Sterrifi, donc protège-moi. Donc, il y a parfois, comme j'avais dit, il y a des versions. Il y a des gens, par exemple, qui disent Ain Barja il siwal ni arrimen. Il y a d'autres qui peuvent dire Ayilla Oustay, de verbe sti, qui signifie sélectionner, ni Arrim, Addar al-Bida, Sterrifi. On passe au prochain. Et bien sûr, le départ. Donc, les gens qui partent sans dire au revoir. Atsafoutata, Urdat Tardulino, Asmoun Izrb. Asmoun, c'est l'ami.
Orakun msafat. Msafat, c'est dire au revoir. Msafat. Ô toi soleil, tu n'éclaires plus mon cœur. Mon bien-aimé est parti sans même me dire au revoir. Donc, ça parle de lui-même. Hein. Donc, on passe au prochain. Tu tirmi lord. Tirmi, c'est la gelée. Walou al-akhir, imtirjd ou dmoura ora ghiri. La gelée a rasé mes roses. Je vis dans la disette. Son troupeau, mais Mora ne veut pas de moi. Donc là, c'est une tamnat, un chant chanté dans la vallée d'Imgoun. Donc c'est la vallée des roses. Donc tu tirmilord, voilà l'akhir, imtirjd ou dmoura ora ghiri. C'est catastrophique, donc c'est la totale. Il a perdu Irjd, donc comment on dit Irjd, c'est le petit de la chèvre. Imtirjd, il n'y a pas de. À l'akhir, c'est le. Comment dire, le confort. La gelée qui a rasé ses fleurs, Imora ne l'a pas sélectionné. Donc c'est la totale, quoi. C'est l'apocalypse. On passe au prochain. Et à la même époque de passage de Mora, il y avait des gens qui partaient aussi aux Pays-Bas. Il ne faut pas l'oublier. Il y a toute une série aussi de Timnatin sur ça. Ou Nauriddin Hollanda, Atuna Shiran, Maidiskar et Rolakillo. Celui qui n'émigre pas en Hollande alors qu'il a beaucoup d'enfants, comment s'en sortira-t-il? Mais le maïs est cher. Maïs, Qillo, est cher. Donc il y a la Hollande ici qui s'invite dans Timnadin. Juste, j'ai fait ça comme parenthèse pour dire qu'à la même époque, il y a aussi des gens qui partent dans d'autres pays, et pas uniquement en France. Il y a des gens qui partent en Belgique, en Hollande et puis aux Pays-Bas. L'Espagne va venir par la suite, donc dans les années 80-90, avec l'immigration clandestine et tout le reste. Donc, on passe à l'autre. Et une dame qui dit Tarit rofin zinur seddin, dash nal babour, yakif yadar. Mon bien-aimé me manque alors qu'il n'est pas encore parti. Imaginez ma peine lorsqu'il prendra le bateau. Donc là, j'avais questionné une femme, la dame qui m'avait dit ça. Je lui avais dit pourquoi vous avez utilisé Dashin al-Babour et Yakif Yadar. Normalement, l'expression exacte, Yakif Yadar, c'est-à-dire quand il, d'après son explication, en fait, les gens croyaient que les gens pédalaient pour que le bateau puisse avancer sur l'eau. Ifkaya Sadar, c'est un peu c'est un peu pédalé. Donc, on passe au prochain. J'avais tant pleuré à en mourir le jour de départ de mon bien-aimé chez les chrétiens. Ça dépasse ce commentaire. On passe à l'autre, la mia. Allah Rabbi Yazzin, Uriri Tafouit, voilà le khadamni romain. Oh mon Dieu, protège mon amour, qu'il ne supporte ni chaleur ni travail dur des chrétiens. C'est aussi très précis. Et l'un des chants que j'adore. À France, Tihargi Texamout, ou Nenniddan, et Gardi Waidan Niddou. Ô toi la France, tu es ensorceleuse. Tihargit, c'est la sorcellerie. Celui qui te rejoint appelle d'autres au départ. En fait, ce qui s'était passé après les recrutements par Félix Moura, il y a des gens qui partent en France et par la suite, l'envoie des contrats, ce qu'on appelle contrada, à d'autres pour arriver, pour venir en France. Donc, c'est dans ce contexte-là que ce chant a été dit. Français est perçu comme une voleuse d'hommes, une ensorceleuse qui a ensorcelé les hommes qui veulent partir. Pour l'anecdote, il y avait une femme que j'avais interviewée vers 2005-2006 qui me disait, à l'époque, ce qu'on regrettait, c'est que Félix Moura est venu, il a pris les hommes, mais il n'y avait aucune femme, une tamourate, m'avait-il dit, une tamourate qui est venue pour recruter les femmes. Parce qu'il y a énormément de femmes dans les villages, ils n'avaient rien à faire.
Donc il fallait une Tamourate, une autre sélectionneuse qui va venir pour prendre les femmes aussi, pour qu'elles partent en France. Ce qui va arriver avec au début des années 80 avec le regroupement familial. Là, on va revenir sur ça. Il y a de très beaux islams sur ça. On passe au prochain. Là, c'est les femmes qui veulent partir. Awa français yidri, rawi zars, awa dahrir, ndiarif samodin. C'est en France que je voudrais que tu m'emmènes, oh mon bien-aimé, j'en suis malade. C'est très clair. Et bien sûr, comme j'avais parlé tout à l'heure de l'imam, on parle des lettres. C'est le seul lettré peut-être du village, le seul qui sait écrire dans tout le village. Et ces femmes-là n'ont jamais été à l'école et ne savent pas écrire. Donc, ce qui reste, il y a un moyen très... le seul moyen pour communiquer, pour dire ce qu'on pense, ce qu'on veut, c'est tabret, la lettre. Et cette dame, il dit, je me plierais, aux lettres, si je pouvais te ressembler, je me plierais dans la valise de mon bien-aimé. On passe à l'autre, peut-être aussi qu'elle parle des lettres. Ouais. Merdaynufi, ma derrière une yetbret, iwa idrir istrawal. Si je pouvais trouver qui pourrait écrire une missive à mon bien-aimé et en garder le secret, parce que il doit lui dire à quelqu'un d'autre, et il n'y a aucune garantie que l'autre garde le secret, malheureusement. Donc on passe à l'autre chant. Awaras al-Kharij, et surtout Fidem Dakul, Abouli Da'a, Souassiman. Au speaker, donne-moi les nouvelles de mon ami à l'étranger. Essaye de le convaincre de revenir. Donc, Souassiman, Souiman, à quelqu'un, ça veut dire le convaincre. Donc, faire le maximum de possible pour le convaincre de faire quelque chose. Souassiman, pour qu'il revienne. Donc, voilà, on passe à l'autre. Ça, c'est l'un des plus beaux ici. Abu Tbara, Abriyan Kilo, Atiri ou Haririnu, Aïdati Souanaya. Donnez-moi 1 kilo de tabac au marchand pour le mettre dans ma soupe. J'ai envie d'apaiser mon cœur. Donc, ces femmes-là, elles n'ont pas de whisky pour apaiser leur cœur. Donc, il n'y a que Tabara, le tabac. Donc, ils demandent aux marchands de l'approvisionner en tabac. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'ils avaient besoin. Une autre qui dit Irzay watay brina rouaman si maïdi dawad derrière ses romines. Le thé est amer, même l'homme est difficile à avaler depuis que mon bien-aimé est parti chez les chrétiens. En fait, il y avait pour les traductions, il y avait pour Éromine, je ne savais pas comment faire pour le traduire. Il y avait il y avait des discussions, j'ai discuté avec beaucoup d'amis sur le mot Aromi, Éromine, comment le traduire. Normalement, il fallait lui laisser les Romis ou mettre les Français, parce qu'ils sont partis ils sont partis en France. Mais il y a énormément aussi de chants qui parlent d'un point de vue de la religion. Il y a par exemple un chant que je n'ai pas intégré dans ce corpus qui dit que celui qui part à Paris est un mécréant parce qu'il a désobéi à Mahomet. Vous voyez, donc il y a une... comment dire il y a un fond religieux dans la chose. Quand ils disent Éromine, c'est pas les Romis, les Romains, ou le Romi, comme on le traduit souvent, mais c'est chez les chrétiens. Il y a toute une série de poèmes comme ça qui citent les chrétiens. Il dit, par exemple, il y a un autre qui dit qu'il ne souhaite pas être enterré en France chez les chrétiens, parmi les chrétiens. On ne peut pas dire parmi les Français, mais parmi les chrétiens. Donc c'est pour ça que j'ai choisi chrétien pour Éromine. On passe à l'autre, on s'approche de la fin. Et les femmes qui veulent partir, comme j'avais dit. Je suis toujours cuisiné un jour, si Dieu le veut, comme ils disent là-bas, sur une butane à gaz au cœur de l'Europe. Donc, parce que le fait de cuisiner sur une butane à gaz, c'était le confort dans une cuisine dans les années 70 et 80 là-bas, sur place. C'était le confort, c'est de cuisiner. Et on va revenir dans les prochains chants sur le confort. On passe à l'autre.
Voilà. Pour en finir, il y a deux joutes que j'ai intégrées ici. Il y a deux joutes qui sont très intéressantes, qui reviennent sur, comme j'avais dit au début des années 80, les premières femmes commencent à partir en France, à rejoindre leur mari. Donc il y a les femmes qui reviennent de France et ils décrivent le confort dans lequel ils vivent. Et il y a Tnes Mzouarout, la première, qui revient de France, août français, il dit Degganr, Ert Tartafouisak Dunit, Urduhim Rursdimr, Hantamgar Swalum Hirdol Naudian, Lansit Choufage, يتبدل نيد الهوا مشي لا الحما بدر إلا وقرف نبضس. Et la deuxième qui est restée au pays qui dit أتهاتيات الموتى ديلان غور الدونيت شمين هاد سنت هاد تموت تمزواروت بان ميك جمكال من داتل مقارن تبني غوري تراند ويور مقار كله تسموتر لي شاردان دونيت أول أرزي قايدي قوال دي ناكي دغران وامان يهولو تينو دار. On va voir la traduction dans le prochain. Donc, c'est la première qui dit. Oups. Tu es parti trop loin, Lamia. Il y a eu un petit saut, on va revenir dessus. Ouais. Oui, voilà. Donc, la première qui vient d'arriver de France dit Je dors jusqu'à ce que le soleil il tente sa lumière sur la terre. Parce que dans nos villages, les femmes ne dorment pas jusqu'à ce que le soleil tente sa lumière sur la terre. Hein. Ils se réveillent tôt pour faire la soupe, pour aller chercher du bois, pour aller au champ. C'est vraiment une vie très dure. Je ne vais plus chercher l'eau à la fontaine, ni le bois dans la montagne. Ma vie est exempte de ceci. J'ai de chauffage capable d'adoucir les températures. Rori chauffage. Donc là, chauffage, c'est un terme générique pour désigner la capacité de réguler les températures, quoi. C'est faire chauffer ou qu'il fasse chaud ou froid, je contrôle à mon souhait. Et ça, c'est le top d'avoir un truc comme ça pour une femme qui vient d'un village perdu de désert. Il trouve le chauffage, c'est magnifique. Et celle restée au pied lui répond. Et cette réponse-là, elle est toujours présente jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui partent, ils sont comme des morts, qui s'exilent. Un exilé, c'est comme un mort. Donc, il dit, la personne ne meurt qu'une fois. Toi, tu en subiras deux. Tu es déjà morte une première fois. Ça veut dire, en partant en France, tu es déjà morte. Ton père est décédé, ta mère est en pleurs. Même si tu as bâti une maison près des étoiles et de la lune, même si tu as amassé tout l'argent du monde, tu n'échapperas pas à ton destin. Moi, j'accepte le mien. Vous voyez un peu l'une qui est confortable, qui parle de confort, et l'autre qui parle de religion, qui dit tu peux construire même près de la lune, tu peux ramasser tout l'argent du monde, mais en fin de compte, tu vas crever, tu vas mourir. On passe au prochain, c'est aussi un chant, cette fois-ci qui vient de Moyen Atlas, un peu plus loin. Donc il y a pour juste une précision, il y a toute une poésie comme ça sur l'immigration, dans le sus, et surtout dans le Rif. Donc je pense ici à des chanteurs de renommée comme Walid Mimoun. Je pense à mes amis des groupes Touatoun, Tidrin et Imtla qui sont aux Pays-Bas, qui chantent de très beaux textes sur l'exil et sur le Rif. Donc ces deux chants, ils viennent de Moyen Atlas, ils sont extraits d'un livre très intéressant qui s'appelle Isafn Urbanin, Rivière profonde, écrit par Michael Perron. Il est sorti en 93. C'est dans les pages 204-205. Donc le deuxième texte, je l'ai retraduit. Donc le premier qui dit, c'est un autre dialecte qui est, il est presque à 300 km chez nous. Il est pratiqué, c'est le Tamazirt. Donc il dit, vous allez sentir la différence dans la prononciation. Iwin di Miksaoun.
طوموبيلاتنا في فرنسا ايا يدي جران يخو بيحرون اول اللي خيا المغرب اي تجي يتتاخ ايوا تشيختي يجي نريد دم فاكانس. Donc le deuxième qui dit درشي نقاولنش اديت انا اديت فرنسا ايوين الطوموبيلات شويا خوشا دنوبن ساكومز. Donc les traductions ça donne le premier qui dit le premier chant. On passe, voilà. De France, les bergers ont ramené des voitures. Pauvre de moi, quelle façon de conduire. Suis resté au Maroc, des calices de fleurs me suis alimenté. Allons, j'ai mangé des fleurs, ce n'est pas le cas des immigrés. Le deuxième lui répond que le cœur ne te poigne quand tu vois les immigrés revenir au volant, à chacun son tour. Pour ouvrir une petite parenthèse, quand elle a parlé de vacances, à l'époque, il y avait les voitures des gens qui viennent de France qui affichaient un F, et ceux qui viennent de Belgique, elle affichait un grand B, et ceux qui viennent de Grande-Bretagne affichaient un GB. Et les gens les appelaient pour F, et les appelaient vacances. Donc, et B, c'est vacances, avec un B. Et GB, c'est Grande Vacances. Vacances, c'est Grande Vacances. On passe au prochain, et puis voilà, c'est le livre d'où sont tirés ces chants. Donc il y en a beaucoup d'autres. Une présentation de contexte. Donc c'est pour alléger pour ne pas être trop long, donc j'ai choisi de sauter énormément de choses. Et il y a un dernier livre sur lequel je souhaite parler. C'est la dernière page. Voilà. Ça, c'est un livre qui est impressionnant pour les gens qui font des recherches sur le chant des femmes, l'exil et tout ça. Il s'appelle Le suicide et le chant de Saïd Baoudi el-Majrouh. C'était un ancien ministre afghan. Ici, pourquoi je parle de ce livre? Parce qu'il m'a impressionné. Une fois, je l'ai trouvé dans une bibliothèque de Lille. Je l'ai emprunté. Et je vous assure que j'ai scanné des pages de ce livre. C'est des chants de femmes, pashtoun, traduits en français. Je les ai envoyés à un ami, Aïtsata, qui m'a dit qu'elle sera là, donc pour voir. Il a cru que c'était des chants des femmes Aïtsata. Mais ils se ressemblent d'une façon terrible. Ils parlent d'exil. Et j'avais souligné tout à l'heure la thématique de l'exil, elle est générale. Là où vous allez sur la terre, elle est la même. Et le sentiment des femmes vis-à-vis des gens qui partent, c'est toujours la même. C'est toujours le même. Et il y a un truc vraiment qui m'a beaucoup amusé dans ce livre, c'est comme j'avais mentionné dans les chants, dans les premiers, par exemple, les femmes qui parlent des plus beaux qui sont partis, de Azerdir, de la lie noire qui est restée, des insignifiants, des hippies. Ici, les femmes pashtunes, ils parlent des hommes qui ne sont pas partis faire la guerre et les appellent, comment ils appellent ça? Oh là là, le mot est parti. Oui, les affreux. Et les appellent les affreux. Oui. Les gens bon, les insignifiants, ils les appellent les affreux. Et ça revient dans beaucoup de chants. Et ça m'a rappelé ces chants-là des femmes Aïtsata. Donc, pour ceux qui veulent lire ce livre, il est très intéressant. Je vous le conseille. Voilà. Merci Yalioun et Khouyoun et Khouyout. Donc, j'espère que j'ai sauté pas mal de choses pour rétrécir un peu le temps de l'intervention. Vous pouvez toujours intervenir si vous avez des questions. Je me suis arrêté sur pas mal de mots que des amis de Kabylie ou d'autres régions de Maroc ne connaissent pas pour qu'ils puissent les appréhender. J'espère que ça vous a ouvert l'appétit et que ça vous a donné une idée sur ces femmes-là, sur ces chants de femmes. Voilà.
Merci. Senmir Taksil Azergui, merci beaucoup de ce partage. J'aimerais ajouter un petit truc, c'est que je ne sais pas chanter, sinon je l'aurais fait. Je vous aurais donné le truc exact. J'ai le rythme dans ma tête, mais je ne peux pas le faire. Ça va faire rigoler toute la planète. Hein, donc, c'est pas la peine de. Eh bien, tu m'as devancé. Il se trouve que c'était une des questions que je voulais te poser. Est-ce que tu sais chanter ces chants-là? Mais voilà, tu as répondu. Merci beaucoup. On a découvert. C'est vraiment une découverte à la fois poétique, littéraire, mais aussi on a vraiment un point de vue historique et sociologique. Donc, ça nous ouvre vraiment des horizons vers une ère qu'on connaît peu ou une histoire qu'on connaît peu. Alors, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez poser des questions dans le fil de la discussion. Alors déjà, je te partage aussi du vocabulaire. Donc la lie noire, le fond de l'huile d'olive en berbère de Kabylie, c'est amoraj. D'accord, je note. C'est bien ça. Voilà. Nous, on l'appelle Zardir. Amoraj. Donc il y a des orthographes différentes sur le fil de discussion. Tu pourras te renseigner pour la meilleure, la qualité orthographique. Je regarde rapidement s'il y a des questions. N'hésitez pas pour ceux qui nous suivent, qui ont eu tout le fil ou une partie du fil. Donc, je répète l'ouvrage de Axel Azergui, c'est Soleil, tu n'éclaires plus mon cœur. Et on comprend bien en suivant la conférence que donc c'est le titre est tiré d'un poème de femme. Moi, j'ai une petite question historique. Donc, Maurras, son recrutement, il l'a fait pendant 10 ans, où lui, il a travaillé sur une période plus circonscrite, et ensuite, il y a eu des successeurs, et pendant 10 ans, il y a eu comme ça un flux d'hommes qui sont partis, parce que tu as bien cerné la conférence sur une dizaine d'années. À quoi elle correspond cette décennie exactement? Donc, exactement, Maurras, il est passé entre 56 et 77. D'accord. Donc, mais il est venu à plusieurs reprises. Parce que parfois, par exemple, dans l'entretien que Maurras avait donné à Antenne 2, l'actuelle France 2, il disait. Pardon, Axel, tu es un peu décentré de la caméra. Si tu peux te recentrer. Ok, pardon. Il disait, par exemple, qu'il venait pour recruter 300 ou 400 personnes. Il en arrivait 5000, 10 000 même. Vous voyez, donc, il a effectué beaucoup de passages, parce que j'imagine aussi que le fait de sélectionner les gens, de leur faire des contrôles médicaux, qu'ils passent par Casablanca, qu'ils fassent leur passeport, et que le reste, ça demande énormément de temps. Donc, beaucoup de passages. Je présume qu'elle a passé presque une dizaine de fois. Donc, vu le nombre de personnes sélectionnées. Il y a 78 000 personnes sélectionnées quand même. Hein. 78 000. Je t'entends pas. Oui, pardon. Ah, okay, pardon. Je suis en direct et j'ai un petit impromptu. Pour continuer ma question aussi, pourquoi cette région? Pourquoi Maurras est allé dans cette région chez les Aït Hatta? Oui, comme j'avais dit, donc la monarchie marocaine, donc le Maroc, les autorités marocaines, ils ont envoyé Félix Maurras, donc ils ont choisi cette région pour la vider de toutes ses forces vives. Parce que cette région-là, c'est la dernière, je rappelle, qui a résisté à l'occupation française. Donc, c'était la dernière bataille, les deux dernières batailles, celle de Bougafer, qui avait été menée justement par les Aïssata, et le Beddou, qui avait été menée par les Etieffelman. C'était les derniers à avoir déposé les armes. Et ils faisaient partie de ce que Hubert Lyoté appelait le Maroc inutile. Donc, comme Lyoté avait dit, il s'agit de leur donner quelque chose à perdre. Il faut donner quelque chose à perdre à ces gens-là parce qu'ils n'ont rien à perdre. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont battus.
ils se sont battus contre les Français juste parce qu'ils n'avaient, d'après la logique de Berliotti, parce qu'ils n'avaient rien à perdre. Donc, c'était des gens qui sont prêts à tout. Et le fait qu'ils soient envoyés en France, par exemple, ils vivent des régions entières de dizaines de milliers de personnes qui pourraient éventuellement menacer la paix et la sécurité interne de Maroc. Comme j'avais rappelé, c'est ce qui a été fait aussi dans le Rif après les événements de 84, des émeutes de pain en 84. Donc, à partir de 65, le Rif a été vidé de sa population, de ces jeunes, et il y avait un accord qui a été passé par les autorités marocaines avec les autorités belges pour recruter des travailleurs juste dans le Rif, rien que dans le Rif. C'était juste pour vider une région de ces forces vives, de ces gens. C'est tout. C'est très politique. C'est la même chose ici en Kabylie. C'était pas un hasard. C'est lié à presque 2 millions de Kabyles à l'étranger, et surtout en France. C'était pas un hasard, c'était voulu. Amoindrir les forces politiques par l'exode ou rural ou l'exode plus loin. D'accord, merci. Et à part l'immigration, par exemple, dans la région depuis les années 80, 70-80, à part l'immigration, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de rentrée d'argent. Il n'y a ni usine, ni rien du tout. Et il faut dire aussi, j'ouvre une parenthèse pour dire que la plupart des gens que j'ai eu la chance d'interviewer en France, qui avaient été sélectionnés par Félix Moura, ils n'avaient pas à regretter cette sélection, donc cet épisode-là de sélection et leur arrivée en France. Et ils apprécient beaucoup Félix Moura. Ils l'apprécient beaucoup parce qu'il leur a permis de travailler, d'avoir, entre guillemets, de vivre dignement de leur travail. Quelque part, il leur a fait de bien. D'accord. Ici, pour cet ouvrage, tu as interviewé combien de personnes, hommes ou femmes, en France, ou essentiellement des... C'est surtout ce qui est un peu contradictoire, ce qui est un peu intéressant de dire, c'est que la plupart des chants, presque au début, je collectais n'importe quoi en Timonadine, donc il parlait de n'importe quel sujet. Et à un moment donné, on arrive en France à partir de 2002. Je viens pour la première fois en France, et là, je rencontre une personne qui a été recrutée par Félix Moura. Je lui ai fait une interview, et j'avais publié un article dans Libération à l'époque sur ce phénomène-là. Il s'appelle Mémoire d'esclaves. Donc, j'ai parlé de ces gens-là sélectionnés et ramenés par Félix Moura en France. Et c'est là qu'elle m'avait dit, écoute, il y a toute une poésie sur Félix Moura. Et là, j'ai eu l'idée de sélectionner cette poésie-là et de travailler dessus. Et en France, j'ai rencontré aussi des femmes de ces mineurs-là, de ces ex-mineurs. Donc, j'ai rencontré ces femmes. J'ai eu la chance de rencontrer des dizaines de femmes d'ex-mineurs, surtout lors de conférences, parce que, par exemple, j'ai donné une conférence au Centre historique minier de Loarde. C'est là-bas où il y a la mine. Donc, il y avait presque 300 personnes. Il y a des femmes, des hommes et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour voir. J'ai parlé justement de Timonadine et on a fait un concert de musique à la fin. Et il y a beaucoup de femmes que j'ai interviewées par la suite, avec lesquelles j'ai fait connaissance, que j'ai interviewées. J'ai même pas encore vidé les cassettes des interviews. Hein. Ça remonte à une dizaine d'années. C'est tout un travail à faire. Il faut faire une thèse sur ça parce que c'est un énorme sujet. Hein. C'est un énorme sujet. D'ailleurs, pour en venir au collectage, donc tu as commencé en 2002 sur un sujet, de façon très générale, et ensuite tu as fait entonnoir vers cette question finalement qui est venue à toi en fait. C'est surtout, ça impose, vu l'exil, l'immigration et tout ça, ça s'est imposé tout seul. Parce que même la figure de Moura, c'est une figure légendaire chez nous, dans la région. Tout le monde le connaît, même les enfants. Moura, tout le monde peut chanter Moura, tout le monde le connaît. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose sur lui? Et est-ce que tu as
une partie du collectage s'est faite aussi dans la région autour de Tinrir Oui, oui, tout à fait. Oui, Au début, j'ai commencé là-bas. J'ai commencé là-bas au début, mais je collectais n'importe quoi. Donc Félix Moral, les mariages, surtout les peines de cœur. Il y a beaucoup de peines de cœur, hein, donc des femmes qui chantent ses départs et tout ça. Et je trouve que j'avais une sœur mariée dans un village dans cette région. Et quand il rentrait à la maison, il chantait ces chants-là. Et tout est né de ça. Tout est venu de ça, donc c'est une du aventure cercle qui dure familial. depuis 20 ans. Hein. Oui, ben, on le voit bien dans la conférence, l'ouvrage, que voilà, c'est un travail de longue haleine qui est à partager. Et est-ce que tu continues tes recherches autour de cette question-là? Excuse-moi, j'étais Est-ce que pas. tes recherches continuent? Tu es toujours Euh, dans l'alimentation de ce travail autour oui, 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 oui. Et après la sortie du livre, j'ai reçu. Il y a des jeunes qui ont des chants, par exemple, qui n'existent pas, que je n'ai pas mis dans le livre, qui me les ont envoyés. Mais souvent, c'est des chants de chants cette fois-ci chantés par les hommes, qui arrivent en France et qui chantent le pillé. Donc c'est l'autre phase de toute cette histoire. C'est des hommes qui sont venus ici, par exemple. Il y avait un chant. Il y avait quelques chants, d'ailleurs, je les ai intégrés Voilà, je suis tombé dessus exactement dans le livre. C'est en regard comme Slimane Azam ici, en fait, les hommes arrivés ici parlent de là-bas ou de la vie de l'exil Tout à ici. fait. Alors, Par un exemple, exemple, ici, il y a un gars qui dit Amman tad'u yaghsal khair, adurni lil lahad ammasni romin. Donc, maman implore Dieu pour que je ne sois pas inhumé parmi les chrétiens. Par exemple, il y a toute une poésie d'hommes qui sont ici et qui chantent le pillé, qui chantent aussi la sélection, qui chantent les conditions de vie en France. Il y a toute une poésie sur ça. Il y a toute une poésie sur ça. Et ça continue, mais avec moins de, comment dire, moins de, entre guillemets, de vivacité. Parce que quand tu es extirpé d'un milieu, tu peux pas travailler dedans. Donc, pour travailler mieux, il faut être sur le terrain. Il faut être dans la région. C'est ce que je veux dire. Moi, je suis devenu comme un spectateur. Je suis loin, je regarde de loin. Je travaille que sur des choses que j'ai collectées il y a des années, des années. et par rapport, tu parlais au verbe, à la vivacité, mais je pense aussi à la vivacité des mots de ces femmes. Oui, 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 oui. Hum, Oui, Elles sont d'une grande, tu parlais de dureté, hein, elles sont à la fois finalement, je trouve qu'elles sont presque plus dures vis-à-vis des hommes qui restent que de cet homme qui a enlevé exactement. Oui, leur vivier. Et enfin voilà, c'est un rapport très étrange, je trouve, de ce lien envers les hommes qui sont partis et ces hommes qui sont restés. oui, c'est ça aussi qui m'a impressionné aussi, et c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec les femmes pashtunes. Eux, ils sont partis pour mourir, ils sont partis faire la guerre, et les traitent, ceux qui restent reçoivent plus d'insultes, plus de mépris que ceux qui partent. Parce qu'il faut pas oublier que c'est des sociétés traditionnelles. Donc l'homme qui part, c'est Ergaz. Ouais, il a Mm. été recruté par moi, donc il est capable. Il est capable, il va partir travailler dans la mine en plus, hein, donc avec les conditions très difficiles de la mine. Et je connais des gens qui souffrent toujours de maladies contractées alors qu'ils travaillent ici dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est tout un monde. Et Je t'entends pas, Fazia. J'entends pas. et J'entends pas. Pardon. oui, J'entends pas, Fazia. oui, pardon, le direct, Ah, ok. C'est coupé encore. oui.
Oui, et puis il y a aussi, voilà, cette forme d'esclavagisme moderne aussi qui ressort, mais qui est en fait aussi antagoniste parce que tu disais quand tu interviewais c'est les hommes qui finalement disaient oui, en fait, ça a été une chance pour nous. Il y a vraiment ce double regard entre la dureté du départ, l'esclavagisme moderne, parce qu'on a quand même des personnes qui sont traitées comme des bêtes finalement, mais qui à l'arrivée ont su prendre finalement le positif de cette expérience et s'en sortent, voilà, grandissent. Oui, Comment ils te racontent ça? Et il y a d'ailleurs une question qui arrive sur le fil qui était comment se passait euh, tout ce lien à l'état civil, comment ils étaient notés par rapport aux noms. Comment, voilà, la personne dit, j'aimerais savoir comment se passait l'inscription dans les bureaux d'État français au Maroc, l'attribution des noms. Et finalement, Maura a dû travailler avec l'état civil pour pouvoir recruter les gens, les lister, faire ce qu'on appelle maintenant des fichiers. Est-ce que tu as des oui, informations là-dessus? oui, il fallait d'abord, pour partir, il fallait un passeport. Pour faire un passeport, il faut un nom de famille. Donc, pour avoir un nom de famille, donc c'est toute une histoire aussi pour le choix du nom de famille. Il y a des gens qui sont, par exemple, on cite tous les noms des anciens. C'est quelque chose. Donc, Mohamed Ben quelque chose. Donc, il y a toute une suite de noms. Mais depuis l'indépendance du Maroc, les autorités marocaines ont donné des noms, ont essayé euh, de doter les Marocains des documents de l'état civil. Et comme j'ai dit, pour recruter, il faut un nom de famille. Donc, ceux qui n'ont pas de nom de famille, il fallait le faire. Et c'est là où intervient soit des noms, comment dire, euh, des noms anciens de famille, par exemple, Haït quelque chose. Par exemple, moi, personnellement, ma famille, il s'appelle Aïs Boda. Aïs Boda, si tu vas là-bas, par exemple, tu leur dis Boda, il va te montrer notre maison. Mais si tu lui dis notre nom de famille, il va te dire je ne connais pas. Si ce n'était pas quelqu'un qui était à l'école avec ton frère, avec ta soeur, avec quelqu'un de ta famille, il ne connaîtra pas. Donc, il y a d'abord les anciens noms de famille qui ont été. Il y a certains qui ont pris leurs anciens noms de famille. Il y a d'autres auxquels on a donné des noms. On a donné des noms de famille. Donc, pas imposé, mais par exemple, on leur dit quel nom tu veux, quel nom de famille tu veux, pour que tu puisses faire ta carte d'identité et ton passeport. Et c'est là où interviennent des anecdotes impossibles. Par exemple, je connais quelqu'un qui s'appelle Akuma. Akuma, le gars lui a dit, c'est quoi l'officier d'état civil lui a dit, comment tu veux quel nom tu veux qu'on te donne. Et le monsieur, il a répondu Akuma. Akuma, c'est d'ailleurs n'importe quoi. Euh, essaye, mais n'importe quoi. Eh bien, le monsieur, il s'appelle Akuma, monsieur n'importe quoi. Donc, il y a des noms comme ça qui sont bizarres, qui sont collés aux gens. Il y a d'autres, mais la plupart de temps, c'est les autorités qui interviennent pour imposer des noms de famille. Et la plupart du temps aussi, par exemple, prenons par exemple un cas très précis. S'il sait par exemple qu'il est d'une famille maraboutique, tu vois, donc il va s'appeler le Mrabt, l'Idrissi, et je sais pas quoi, c'est des noms en arabe, quoi. Et il y a d'autres qui s'appellent les Aït quelque chose. Il y a pas mal de Aït. Ceux qui font référence à leur famille, à leur tribu. La confédération. Oui, c'est comme ça que ça marche. Mais avant, c'était les Aït, c'était des noms, la plupart du temps, amazir. Tu vois, la plupart du temps, des noms amazir. Et l'état civil, le, comment dire, l'introduction, si je puis dire, de ces gens-là dans le domaine de l'état civil a permis à l'État marocain de les arabrutiser. Pas de les arabiser, mais de les arabrutiser, parce que c'est vraiment de l'arabrutisation totale et c'est de l'arabrutisation. Ça a permis à l'État marocain d'arabiser le nom de famille.
Et puis Je ne sais finalement, pas si c'est j'ai aussi répondu à la la question ou perte. pas. C'est aussi, oui, je pense, parce que la personne comparée avec ce qui se passe, ce qui s'est passé en Algérie, je crois que ça a été le même processus. On a quelqu'un qui a su transformer ce processus du côté de l'humour. Feleg en parle dans un sketch de tout ça. Mais c'est aussi la perte d'un nom, mais derrière le nom, c'est la perte d'une histoire, Tout d'une à fait, tout à fait. généalogie Ouais. et quelque part une perte d'identité, mais identité dans le sens profond et de Mm. symbolique aussi. Très bien. Alors sur le chant, il y a un commentaire. Donc la vidéo, on n'a pas réussi à la passer. On la passera ultérieurement après la conférence, puisque là ça ne marche pas, mais on se permettra de la diffuser. Et donc on a Email Band qui est un chanteur de quoi, je crois, de la région de Kelam Gouna, si je me trompe Non, pas. non, du tout. Il est de Goulimimage, je le connais bien. Voilà, Il est et de qui dit Goulimimage, je connais. Ah, Goulima, je suis chaud. et qui dit qu'il connaît plusieurs rythmes. Oui, il y a Il beaucoup de chante. rythmes. Il y a beaucoup de rythmes et en fait, ça dépend des régions. Donc, ceux de Beaumal de Dadès ne chantent pas de la même façon que ceux de Tinré. C'est très différent. C'est différent. Mais moi, comme j'ai dit, je sais pas chanter. Donc, il y a des rythmes très précis. Comme j'avais dit, c'est pour ça que j'avais envoyé deux vidéos comme ça pour montrer la façon avec lesquelles ces chants sont chantés. Mais malheureusement, on a pas réussi un souci pour les On passer. les diffusera juste à la fin de la conférence quand on aura Ok, c'est clôturé. parfait alors. On la C'est parfait. diffusera pour que Les tout le monde en intégrer dans profite. le. C'est bien. C'est une bonne chose. Et puis, comme chaque projet amène un autre projet, voilà encore une nouvelle idée à faire vivre au Centre culturel franco-berbère. Axel Azelgui, je te remercie infiniment pour cette conférence et ce travail poétique et de recherche aussi que tu nous as transmis ce soir, aussi d'avoir fait entendre une autre pluralité berbère dans la langue amazigh dans le cadre de cette semaine de la langue tamazigh. Donc, je rappelle qu'elle a lieu depuis le 20 février jusqu'au 28, jusqu'à dimanche. Et que aujourd'hui, c'était donc une conférence en poésie. Hier, vous avez pu suivre un témoignage d'Anes Sanoussi et puis plusieurs actions, le club poésie, la vidéo de conte avec Zoubida Alaoui pour la journée de la langue maternelle. Demain, à vos crayons, à vos papiers. Axel, tu es prêt pour demain? Parce que demain, c'est la dictée. La Ah, dictée en ce 26 février, qui est le 32e anniversaire de la disparition de Mouloud Mamri. Donc Mouloud Mamri, écrivain, linguiste, anthropologue, créateur notamment de la revue Awel. Et donc demain, en son honneur, on fera une grande dictée puisqu'il a aussi écrit Tilas Mazirt, participé à la création de la grammaire de la grammaire tamazirt. Donc demain la dictée, c'est à 19h. Ici, au même endroit, vous pouvez changer de place chez vous, mais on se retrouve sur la page Facebook du Centre culturel franco-berbère. Donc, c'est la dictée en tamazirt, vendredi 26 à 19h, ici même. Soyez à l'heure, on commence à l'heure, et crayon, stylo, papier, et vous serez prêt à découvrir un texte qu'on vous expliquera, qu'on vous donnera demain pour ne pas que vous puissiez travailler la dictée en amont, sinon c'est plus une dictée. Et puis samedi, pour poursuivre sur cet hommage à Mouloud Mamri, il y aura en soirée une conférence toujours à 19h avec Hafid Hannani qui nous parlera de Mouloud Mamri, de la transmission qu'il a pu faire et de toute la recherche qu'il a pu faire, notamment autour de l'ouvrage qu'il a édité en 2019. Et puis l'après-midi, vous pourrez nous rejoindre sur un atelier de traduction avec Amzian Kezar. Donc Amzian Kezar est l'écrivain en résidence pour cette année 2021. Ça fait 4 ans que le centre culturel franco-berbère accueille des écrivains en résidence. L'année dernière, c'était Abdelkhalek Jayed, qui nous venait du Souss de la région d'Agadir.
Et cette année, Samzian Kézar, et donc demain, samedi, pardon, un atelier de traduction. Alors, pour l'instant, il est en présentiel au Centre culturel franco-berbère de 14h30 à 16h30. Si nous ne sommes pas confinés le week-end. Si nous sommes confinés le week-end, ça passera en distanciel sur inscription. Donc, pour vous inscrire, contact@ccfb-93.fr, ça va s'afficher dans quelques secondes. Voilà, contact@ccfb-93.fr pour s'inscrire à l'atelier de traduction avec Amziane Kézar. Donc, vous adapterez des textes du français au kabyle notamment. Voilà. Et puis les dernières actions seront dimanche avec si pas de confinement, la balade linguistique à 11h. Rendez-vous au parc de la Courneuve pour une balade qui ira à la rencontre du printemps pour fêter Emeger Ntefsuith. Toujours si pas de confinement. Si confinement, elle sera reportée. Voilà, avec les pâquerettes et les jonquilles. Donc, ça aussi, c'est sur inscription. La même adresse email, contact@ccfb-93.fr. Vous voyez, c'est affiché. Et puis, en soirée, à 18h, une conférence autour une conférence linguistique avec Hayat El Ayan qui sera là pour nous parler de l'évolution et la situation de la langue tamazight au Maroc. Voilà. Donc, il y a encore quelques rendez-vous. Restez avec nous, restez connectés. C'est toujours sur cette page du Centre culturel franco-berbère, en virtuel ou en vrai. On l'espère au maximum en vrai, mais en virtuel, c'est aussi bien parce qu'on commence à prendre l'habitude. Donc, suivez-nous. Et puis, merci encore Axil Azelgui. Au plaisir de pouvoir encore t'inviter sur d'autres rendez-vous. Merci à toi. Merci aussi à Lamia. Hein. Oui, Lamia, que vous retrouverez demain, qui vous présentera la dictée. Ça sera Lamia qui sera à ma place demain, Lamia Takjout qui sera à ma place pour vous faire la présentation de la dictée. Et vous retrouverez d'autres animateurs pour ce week-end. Moi, je vous dis au revoir. Merci à toutes et à tous. Ersoufet, Etim Lilith et RSK. Au revoir. RSK.